cette sélection de l'équipe de France olympique, elle tombe à pic pour nous, puisqu'on on peut plus jouer en espoir parce qu'on est trop vieux et on peut pas jouer en équipe de France parce que on est barré. On dispute des matchs amicaux pour préparer nos qualifications pour les Jeux olympiques. Et donc c'est là que qu'Henri Michel prend l'équipe en main et qui nous fait vivre de grands moments, puisque avec cette équipe on est invaincu. On a dû faire une quinzaine de matchs à peu près, je sais pas. On n'a jamais perdu. Sous la houlette d'Henri Michel, l'équipe se bonifie. On devient une équipe de copains, tous avec beaucoup d'ambition, parce que on sait que l'étape suivante, ce sera Léa, mais qu'il faut passer par les Olympiques pour se faire un nom et puis pour progresser, puisque le niveau il est très haut. Et voilà, comme on a pris la chose, hein, tout simplement, on s'est régalé, on a vécu de grands moments. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. 1984, la France menée à bout de bras par un Michel Platini intouchable remporte la Coupe d'Europe des Nations à domicile. Mais il était dit que les Bleus sont bénis des dieux en cet été brûlant puisqu'une bande de jeunes pros dirigée par l'ancien Nantais Henri Michel guide les Bleus au sommet de l'Olympe en apportant à la France une médaille d'or inespérée aux JO de Los Angeles. À la pointe de l'attaque, avec un look à la Miami Vice, notre légende, auteur de 5 buts dans la compétition, dont un doublé en quart, un but en demi et un dernier en finale contre le Brésil, devant 100 000 spectateurs, il explose devant le monde entier. Il confirme à son retour puis chez les A, enchaînant 8 sélections et prenant part entre autres à la demi-finale de Coupe du Monde contre la RFA en 86. Son CV en club traduit un goût impeccable: Lyon, Lens, PSG, Montpellier, Marseille puis Toulon, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion olympique, l'une des plus belles moustaches du foot, certains diront même hollywoodienne. Notre légende, c'est Daniel Xuereb, évidemment. Daniel, nous sommes ravis de t'accueillir dans le podcast des légendes. C'est un véritable honneur pour nous de te recevoir. Alors, mets-toi à l'aise, prépare-toi pour une session nostalgie avec nous, où on reviendra bien entendu sur les grandes heures de ta carrière. Donc, installe-toi confortablement. Tu es dans le sud de la France, donc il fait bon, mais on ne sait jamais. Si tu veux allumer un petit feu, n'hésite pas. On est là avec toi pour quelques temps. Bienvenue Daniel. Première question, comment est née pour toi la passion du football ? Oh là là, alors là, c'est mon père. Je dois tout à mon père, qui était éducateur, entraîneur à l'ASG, c'est-à-dire l'AS Gardanne, un petit club dans les Bouches-du-Rhône. Et bien entendu, je le suivais pas à pas. À chacun de ses entraînements, j'étais dans ses pattes. Donc la passion est arrivée très tôt. Je pense qu'à l'âge de 6 ans, j'accompagnais mon papa sur les terrains de la région et ses entraînements aussi. Je participais, j'embêtais. J'avais toujours un ballon au pied, bien entendu, et c'est ça qui m'a donné la passion. Tu sens rapidement que tu es doué pour le sport ? Doué pour certains sports, oui, puisqu'à l'école, j'adore le hand, j'adore l'athlétisme, bien entendu, tous les sports co. Bon, mais il se trouve que le football est plus accessible pour moi que les autres sports. Donc, comme je vous dis, c'est mon père qui m'a initié, et qui m'a entraîné et qui m'a donné ce goût du football, quoi. Et alors, il me semble que Gardanne, c'est aussi le club de Bernard Pardos, c'est ça ? Est-ce que vous vous croisez à ce moment-là ? Non, puisque je suis beaucoup plus âgé que quoi, beaucoup plus. J'ai 2 ans de plus, donc on n'a jamais joué ensemble dans les catégories poussins, pupilles, minimes de l'époque, puisqu'on avait 2 ans de différence. Par contre, on avait des passions similaires, puisqu'il adorait chasser et moi aussi, et donc on se rencontrait de temps en temps, la carabine à la main, et c'était sympathique. Et puis avant Bernard Pardos, il y a eu aussi, il faut citer les frères Révelli, Ouais. Djebali, Ouais. Djebali qui a joué à Lens, donc les frères Révelli à Saint-Étienne, Hassan Armatala qui a joué aussi à Lens, et voilà quoi. On a été bien éduqués à Gardanne.
Et alors, quand tu parles de chasse avec Bernard Pardo, tu chassais quand tu étais ado déjà? Oui, 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 j'avais pas encore le permis de chasse et que j'avais déjà la carabine à la main. Bon, la carabine à plomb, bien entendu. Hein. On adorait à l'époque chasser les oiseaux. Je sais pas. Pourtant, mon père n'était pas chasseur, mon grand-père non plus. J'ai eu cette passion dès le plus jeune âge et je l'ai toujours puisque je continue de chasser. Et donc, tu signes rapidement, signe, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, tu joues à Gardanne très, très rapidement. Quel était ton poste au départ quand tu as commencé le football? Alors, j'étais milieu de terrain. Milieu de terrain, un numéro 8. Un numéro 8, j'adorais courir, je brassais beaucoup de terrain. Et c'est à ce poste-là que je me sentais le mieux à l'époque. Voilà. Et quand est-ce que tu commences à devenir bon et à ce que tu commences à intéresser éventuellement les sélections régionales ou même départementales? Alors, ça a commencé donc à Gardanne. J'ai fait mes classes pupilles, minimes, cadet. Et en cadet deuxième année, à l'époque, on avait une équipe qui jouait en excellence. Et l'équipe 1 du club, l'équipe senior, jouait en division d'honneur. Et l'entraîneur était Monsieur Moulet, très bon entraîneur, qui m'a offert cette chance de jouer avec les seniors à 15 ans et demi. Donc, j'ai pris part à de nombreux matchs, toute la deuxième partie de saison, à 15 ans et demi jusqu'à 16 ans. J'ai évolué avec la DH de la division d'honneur de Gardanne. Les sélections régionales et départementales ont été minimes puisque j'ai été sélectionné une fois en cadet de Provence, mais on m'a pas conservé pour les cadets du Sud-Est à l'époque. Et bon, étant donné que l'équipe cadet de Gardanne a évolué qu'en excellence et que toutes les autres équipes jouaient dans un championnat du style national, j'ai pas été repéré plus que ça. Donc j'ai évolué en division d'honneur pendant 6 mois. Et suite à mes performances en division d'honneur, mon père, toujours parce que c'est mon père le grand voulait à tout prix que j'intègre un centre de formation et donc il s'est mis en quête de me faire des essais un peu de partout, notamment en premier lieu à Marseille. Tous les mercredis, j'allais m'entraîner avec l'équipe première de Marseille, du mois d'avril jusqu'au mois de juin de ma dernière année à Gardanne. Ensuite, j'ai fait des stages à Saint-Étienne, 2 fois, 2 années consécutives, c'est-à-dire quand j'avais 14 ans et demi et quand j'ai eu 15 ans et demi, qui se sont avérées infructueuses. Alors juste pour qu'on comprenne les stages, c'est-à-dire tu es repéré et tu es invité ou c'est plutôt des stages où tout le monde peut s'inscrire? Non, non, je suis invité. Je suis invité. Bon, le relationnel de mon papa a fait que je pouvais intégrer des stages, que ce soit souvent à Pâques. Donc, 2 fois à Pâques, je suis allé à Saint-Étienne. Comme je vous dis, c'était Garonner qui était l'Europe. Bon, malheureusement, j'ai pas pu être pris à Saint-Étienne parce qu'ils m'ont pas fait évoluer à mon poste. Ils m'ont fait évoluer à un poste de stopper et notamment, on avait participé en 76 à un lever de rideau d'Eindhoven Saint-Étienne ou Kiev Saint-Étienne et j'avais joué le lever de rideau avec l'équipe de Saint-Étienne des moins de 16 ans, bien entendu, contre Mazargues. Et je chargeais un célèbre joueur qui est devenu professionnel à Saint-Étienne qui s'appelle Laurent Rousset. Ah oui. Voilà. Oui, et c'est vrai que je peux pas dire que j'ai fait un bon match au poste de stopper, c'était pas mon truc. Mais dans la tribune, ce jour-là, se trouvait un certain monsieur Capaldini, qui s'occupait du centre de formation de Lyon. Et il a dû déceler en moi des qualités quand j'avais le ballon. Quand je suis rentré chez moi à Gardanne, j'ai reçu un petit courrier me proposant une invitation à venir faire un stage à Lyon. Et donc, bon, j'étais très déçu de pas aller à Saint-Étienne parce que c'était mon club favori. Et donc, j'allais faire le stage à Lyon, entraînant un petit peu la patte. Vraiment. Le club rival de Saint-Étienne en plus. Voilà, en plus, en toute décontraction. Et bien entendu, j'étais tellement décontracté que ça a été un bon stage pour moi, puisque à la fin du stage, Monsieur Capaldini a téléphoné à mon papa et voulait à tout prix que j'intègre le centre de formation de Lyon, qui à l'époque, c'était une villa aménagée avec des personnes âgées qui gardaient la villa. Et un début de formation. Donc c'était sympa. Et bien sûr, j'ai accepté puisque j'avais pas d'autres propositions. Et je regrette pas puisque il s'est avéré que Lyon était vraiment un club formateur et il est toujours d'ailleurs. Et j'ai pu franchir les échelons tranquillement jusqu'à mon premier match en professionnel à 17 ans et demi.
Petite question juste pour revenir sur le vide rideau. Donc le match contre Kiev, c'est un des matchs les plus incroyables, les plus chauds à Geoffroy Guissard. Donc j'imagine, tu as 14 ans, 14 ans et demi, 15 ans, tu joues un poste qui n'est pas le tien devant une foule qui est, je pense, déjà énorme puisque le Chaudron était connu pour être déjà plein des heures avant le match. Bien entendu. Comment tu as géré ça? Ça a dû être tétanisant, non? Très mal, et je pensais qu'à une chose, c'est quand j'avais le ballon, de franchir une ligne, balle au pied et jouer avec les attaquants. Mais bon, c'était le seul poste qui restait vacant, ce poste de stoppeur, et j'ai pas eu le choix. Pourtant, j'avais dit à Garonner que c'était au milieu de terrain que je me sentais le mieux. Mais bon, vous savez, hein, quand vous faites un stage à Saint-Étienne, vous jouez là où on vous met. Et vous qui aimez les anecdotes, plus tard, Garonner m'a dit tu es le seul joueur que j'ai raté. Ah waouh, c'est confié. Oui, il me l'a dit plusieurs fois. Il me dit t'es le seul joueur vraiment que j'ai raté. Voilà. Donc ça m'a fait chaud au cœur quand même, mais en même temps ça m'a déçu parce que j'aurais bien aimé faire mes classes. Voilà. Et quand tu évoques justement cette période où tu vas à Pâques dans les différents stages, on a l'impression, mais à mon avis c'est peut-être une pudeur, que c'est un peu malgré toi et que c'était un peu ton père qui te drivait sur ce sujet-là. Rassure-nous, tu avais quand même une grosse motivation ou c'était vraiment ton père qui t'a... Oui. Excuse-moi, la plus grosse motivation, c'était d'aller à Saint-Étienne. Et comme j'ai échoué 2 fois, j'en avais gros sur la patate et ça me décevait puisque c'était mon club de cœur. À Gardanne, il y avait beaucoup de Stéphanois. Et c'était le club à la mode, bien entendu. Et les frères Révelli, des Gardanais, m'ont très bien accueilli. Mais ça n'a pas été suffisant. Et je l'ai regretté longtemps. Mais vu la réussite qui s'est écoulée après, finalement, c'était aussi bien d'aller à Lyon. Qu'est-ce qui était prévu pour toi si tu n'avais pas été footballeur? Ah, bonne question. Alors, j'avais le choix, rentrer en BEP de chaudronnerie ou d'électricité. Alors, chaudronnerie, voilà. C'était comme Giresse. Et électricité, je crois que c'était comme... Non. Giresse, non, chaudronnerie, pardon, pas du tout. C'est comme Jean-Marc Guillou. C'est ça. Oui. Jean-Marc Guillou, il était chaudronnier. Enfin, il avait fait ses études de chaudronnerie, effectivement, et il était censé être chaudronnier. Et mon père était chaudronnier, donc c'était assez drôle. Donc effectivement, oui. on en avait parlé un petit peu lors du dernier podcast avec Jean-Marc Guillou, qui je pense que j'aurais choisi l'électricité quand même. Hein, D'accord. Ouais. Mais bon, ça. Ouais, le marché du chaudron est plus qu'il était, hein, c'est sûr. Ah oui. C'est vrai. Le chaudron, c'est plus qu'il est. Ouais, et Jean-Marc nous disait que surtout c'était hyper dur. C'était un métier hyper dur. Et lui, il travaillait en même temps qu'être footballeur. Et c'était bien une volonté de réussir dans le foot. C'était aussi d'échapper à la chaudronnerie, quoi. Donc effectivement, l'électricité aurait été plutôt un meilleur choix pour toi, Daniel. Moi, c'était heureusement que j'ai réussi dans le football parce que franchement, mon avenir à Gardanne, peut-être intégrer la centrale thermique de Gardanne ou les mines, puisque c'est un pays de mineurs, ma destinée était toute tracée. Mais heureusement qu'il y a eu le football et cette passion à travers mon père, et je l'en remercie encore. Et alors, quand tu arrives à Lyon, est-ce qu'on te fixe à un poste? Est-ce que tu es embauché pour jouer à droite, pour jouer au milieu? Est-ce qu'ils te donnent une position particulière? Ils m'ont jaugé au fil des mois et ils ont décelé en moi des qualités sur le côté. Donc j'ai évolué comme un faux ailier, comme un 4-3-3 faux ailier droit. J'ai fait toute ma formation en tant qu'ailier et j'ai joué même en professionnel ailier longtemps. Surtout avec les équipes qui évoluaient en 4-3-3, comme c'était le cas d'Aimé Jacquet à l'époque. Quand il m'a fait jouer en pro, je jouais sur le côté droit. C'est qu'au Racing Club de Lens que j'ai commencé à jouer avant-centre. Par rapport à des blessures, à des absences de l'avant-centre. Même à Lyon une fois. L'avant-centre de Lyon, c'était Nicolic. Il a été blessé pendant un gros mois, 1 mois et demi. Et je l'avais remplacé à ce poste et j'avais marqué quelques buts. Ça, c'était le lancement du poste d'avant-centre que m'avait confié un peu Aimé Jacquet et Monsieur Destrumel. Et puis après, il a fallu attendre encore quelques années pour que je m'officialise avant-centre. 1 année au Racing Club de Lens, puis après au Paris Saint-Germain.
J'ai joué tard, très tard. Si tu devais choisir un des deux postes, c'était quoi ton poste préféré? Franchement, j'ai bien aimé le poste d'avant-centre au Paris Saint-Germain. Et sinon, le poste d'ailier à Lens me convenait parfaitement parce que j'avais gagné un petit peu en maturité et j'aimais bien déborder, dribbler mon adversaire direct. J'étais beaucoup dans la provocation. Bon, j'avais cette faculté aussi d'être assez rapide et j'avais un bon pied droit aussi. Je faisais des bons centres en banane et j'ai offert beaucoup de buts à mes avant-centres durant pas toute ma carrière, mais longtemps. Alors, Bruno Bellone nous racontait que Gérard Banide lui dit assez rapidement dans sa carrière qu'il va jouer à gauche, qu'il faut qu'il s'entraîne comme ailier gauche et que c'est comme ça que ça va être son ticket d'entrée en équipe de France et qu'il le faisait faire centrer pendant des heures et des heures après les entraînements avec son pied gauche. Tu as eu un petit peu le même type d'entraînement stakhanoviste où pendant des heures et des heures, tu faisais des centres avec ton pied droit ou c'était un peu plus relax à Lyon? Disons qu'on travaillait beaucoup le travail au poste. Donc, oui, effectivement, Aimé Jacquet nous faisait travailler des combines sur le flanc droit avec la finalité, c'était des bons centres, de s'améliorer dans la qualité de centre. Oui, je le travaillais énormément, énormément, énormément. D'accord. Donc, tu joues à Lyon, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a une bienveillance vis-à-vis des jeunes? Est-ce qu'il y a des rites de passage, des bizutages? Comment ça se passe à Lyon? À Lyon, j'ai joué dès que je suis arrivé à 16 ans au club de Lyon. J'ai intégré directement la troisième division. J'ai joué donc pendant 1 an et demi en troisième division. Je me suis formé et tous les mercredis, mes Jacquet programmaient des matchs pro contre réserve. Vous savez, c'était à l'époque, c'était comme ça. Tous les mercredis, on faisait un match à la première division contre la troisième division. Et c'est là que tout a commencé en fait. J'ai commencé à batailler dur parce qu'en face, il y avait des bons clients, notamment quand je jouais contre les pros, j'avais affaire à Raymond Domenech. Donc, c'était une Le coriace. caresseur de cheville, comme il était connu. Ouais. Ouais, ouais. Bon, c'était pas un joueur méchant, autant que je m'en souvienne. Bon, il était un peu maladroit, peut-être, et il commettait pas mal de fautes, comme beaucoup de défenses, comme Eric Dimeco, par exemple. Et puis voilà, à force de travailler contre des adversaires de cette trempe, on s'aguerrit jusqu'au jour où on te donne ta chance. Et quand tu as la chance d'évoluer à côté de joueurs comme Bernard Lacombe, Serge Chiesa, à la pointe de l'attaque, tu peux que t'améliorer. Et pour moi, c'était Serge Chiesa, ça a été longtemps lui que je vénérais, puisque c'était mon joueur préféré, le joueur français préféré de l'époque. Et de par ses qualités, de par sa mentalité, j'ai beaucoup appris à son côté. Il m'avait pris un peu sous sa coupe, de même que Bernard Lacombe. Et je les écoutais, bien entendu. Quand on veut progresser, il faut écouter les joueurs de ce niveau. Et ça m'a mené assez loin. Je les en remercie. Et j'ai continué à m'améliorer par la suite. J'ai été bien pris en main. Alors, tu l'évoques aussi de manière assez gentille en disant que c'était maladroit, mais on est quand même sur une époque très rugueuse pour les attaquants où, franchement, il y avait moins de fautes sifflées, il y avait encore des actes qui étaient autorisés comme les tacles par derrière où il n'y avait pas de sanctions. Comment toi, tu faisais pour éviter cette rugosité à cette époque-là? Je jouais sur ma vitesse, j'essayais d'esquiver, bien entendu, mais malheureusement, ma carrière a été jalonnée de grosses blessures. J'ai été opéré quand même 4 fois des genoux, donc Wow. j'en ai subi les conséquences de la maltraitance. Et, et- et je m'en suis toujours remis, mais bien entendu, aujourd'hui encore, j'en souffre énormément, puisque mes genoux sont fatigués. Bon, je vous passe, j'ai plus de ménisque, j'ai eu les ligaments croisés. Moi, j'ai morflé au genou. Uniquement, ça a été les genoux. Donc, c'est ça qui m'a fait stopper ma carrière aussi parce que je pouvais plus. Et à un moment donné, il faut pouvoir dire stop. Quand ton genou reste enflé continuellement, t'as pas le choix et tu t'arrêtes. Voilà. Et ça, c'était la répétition des fautes, le genou, c'était les mauvais terrains, c'était les médecins qui te disaient de te retourner sur les terrains peut-être un peu plus rapidement. Je sais qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup de dire, bon, petite infiltration, tu continues à jouer quand même. Il y avait moins de respect ou de protection du corps des footballeurs, en tout cas. On était moins bien entouré, c'est sûr. C'est sûr. Bien sûr qu'on avait un docteur officiel. Moi, j'ai eu la chance à Lyon d'avoir le docteur Ferré, qui était un très bon docteur, qui a été aussi le docteur de l'équipe de France. Donc, je l'écoutais. Mais les fautes répétitives qu'un attaquant peut endurer, il y a de la casse, forcément. Et moi, j'ai eu de la casse parce que
Mon jeu était fait de provocation, de dribble, et bien entendu, il y a eu plusieurs entorses, hein, et forcément, au bout d'une, au bout de deux, au bout de trois, après, les ligaments ne sont plus aussi solides qu'à nos débuts, et ça pète, et donc après, c'est très long. Voilà, le genou, c'est des blessures, tu perds la saison, quoi. On a perdu une ou deux de saisons à cause de ces blessures, euh, assez graves. Mais j'ai pu toujours rebondir. J'ai pu toujours rebondir, et puis j'ai fini ma carrière quand même à presque 34 ans, donc j'estime que je suis allé au bout de ce que je pouvais faire. Et il y avait un défenseur en particulier que tu détestais affronter? Oh, à l'époque, c'est rigolo. Il y avait un défenseur de Sochaux qui s'appelait Posca. Il y a eu Paul Marchioni qui était virulent. Il y a eu Chloé. Voilà. Bon, pour les joueurs les plus durs que j'ai rencontrés. Sinon, non, on peut pas dire que moi j'avais pas peur. Donc je pouvais affronter n'importe qui. Je le provoquais bien en tête. Et puis bon. Il y avait quand même des arbitres qui sévissaient. Peut-être pas toujours comme aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on était moins protégés. Ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de défenseurs que j'ai connus à mon époque qui auraient du mal à ne pas prendre de carton pendant une mi-temps. Ouais, Voilà. ça c'est sûr. Tu étais du genre à chambrer sur le terrain ou tu provoquais uniquement par ta façon de jouer? Je chambrais dans les vestiaires, mais sur le terrain, je chambrais personne. Je respectais tout le monde. À partir du moment où on me respectait, je respectais franchement. J'ai toujours eu que des compliments de ce côté-là, d'un point de vue de qualité. Je ne me vois pas ne pas respecter un joueur. Voilà. Et moi, je respectais tout le monde. Ça, c'est. Est-ce que tu te souviens quand tu commences à jouer à Lyon, tes premiers matchs, combien tu gagnais et quelle était à peu près ta rémunération au départ? Ah, alors ça, ma rémunération au départ, c'était la charte. J'ai signé mon premier contrat professionnel en 79. Je touchais 1000 francs de plus que la charte. Je vous dis des mensonges. Charte, c'était 4500 francs. Et moi, mon président de l'époque, qui s'appelait Monsieur Guy Zerbib, m'avait donné 1000 francs de plus. C'est-à-dire, je touchais 5500 francs par mois. Et j'avais signé un contrat de 4 ans. Et tu avais un contrat de footballeur ou un contrat de Oui, jardinier? Parce qu'apparemment, il y avait des petites, parfois des petites combines pour. moi, j'avais un contrat de footballeur uniquement, et à s'ajouter à ça, bien entendu, les primes de match qui à l'époque étaient modiques. Hein, quoi, on pouvait, si on faisait un mois sensationnel, c'est-à-dire avec 3 victoires et un match perdu, par exemple, on pouvait avoir une fois et demi son salaire, c'est-à-dire aux alentours de 8500, 9000 francs. Voilà. Et ça, je l'ai eu, j'avais signé un contrat de 4 ans. Heureusement qu'au bout de la deuxième année, j'ai reçu une proposition beaucoup plus intéressante du Racing Club de Lens. Et le club m'a vendu pour la somme de 85 millions de centimes. Et la même année, Jeannot Tigana est parti à Bordeaux pour 200 millions de centimes. Voilà au moins vous voyez. Et justement, quand tu commences à toucher ton premier salaire, toi qui normalement aurais dû être électricien à la centrale thermique de Gardanne, est-ce que tu as fait un petit coup de, est-ce que tu as fait t'as eu une petite folie, tu as fait un petit truc un peu foufou ou tu étais hyper prudent? La seule folie que j'ai faite quand j'ai signé professionnel, puisque je me suis marié en 79, et on s'est acheté un appartement avec mon épouse à Tassin-la-Demi-Lune, et j'étais un peu emmerdé parce que l'appartement, je crois qu'il valait à l'époque 50 millions de centimes, et que je remboursais 4500 francs par mois. Vous voyez un peu par Ah oui, rapport à Waouh. ça. ça te laissait Ah pas ouais, grand-chose. Ouais. Il valait mieux gagner beaucoup de matchs. ça a été terrible. Heureusement, c'est pour ça que je me dis heureusement que je suis parti à Lens parce que sinon j'aurais été obligé de revendre l'appartement. Voilà. D'accord. Ah oui, c'est quand même un petit coup de folie parce que Ah ouais. effectivement, ça te permettait de vivre que chichement Mais pendant heureusement les... que mon beau-père à l'époque nous avait aidés, notamment pour avoir la somme de départ, hein, pour pouvoir acheter. Mais moi je voulais investir. On m'avait tellement dit de choses sur les footballeurs professionnels qui gaspillaient leurs sous et qui pensaient pas à l'avenir que moi à la limite je me suis mis dans la merde tout de suite. Euh, Claire.
Ouais, c'est vraiment une épargne forcée hyper agressive, quoi. C'est Ouais, vraiment clair. tout de suite. Ça a été très agressif. Et puis, donc, comme je suis parti en 81 en direction de Lens, ça a été beaucoup plus simple par la suite. Voilà. Puisque j'ai pu me permettre de conserver l'appartement que j'avais acheté à Lyon et en même temps de louer une maison à Lens. Est-ce que tu as toujours cet appartement à Lyon? Ah non, non, j'ai vendu. J'ai revendu, il y a pas mal, là. Il y a une vingtaine d'années. C'est dommage parce que il coûterait des sous, hein, c'est maintenant. Hein, Ouais. mais C'est bon, ça le, pro- on c'est ça avait le d'autres problème de projets. l'immobilier, ouais. Le problème de On, l'immobilier, c'est que quand tu vends, après, tu dis toujours, j'aurais dû le garder. Attends, non. on avait d'autres projets. Et puis, bon, ben, non, je regrette rien. Je regrette pas. Avant de parler de Lens, j'aimerais juste qu'on revienne rapidement, si tu nous le permets, sur tes débuts en pro Oui, à Lyon, parce que t'as des débuts quand même incroyables. Tu commences ton premier match en pro, d'après mes fiches, tu as 17 ans et demi, ce qui est quand même super jeune. C'est contre Nancy, le grand Nancy, hein, si on peut parler d'un grand Nancy, mais en tout cas, c'est la meilleure période de l'histoire de Nancy, puisque c'est celle de Platini. Et tu marques lors de ton premier match. Est-ce que tu peux voilà. nous raconter un petit peu tes souvenirs de ce premier match, ce premier début rêvé? J'ai deux souvenirs, moi-même trois. C'était la première fois que je prenais l'avion pour aller à Nancy, bien entendu. J'ai eu peur tout le voyage. Ça, c'est la première des choses. Après, la deuxième, c'est ma titularisation que j'apprends au dernier moment. Je marque ce but. C'est le premier ballon que je touche du match. C'est-à-dire au bout de 10 minutes, j'avais pas touché encore un ballon et il y a une combinaison Chiesa-Lacombe et ça se termine par un petit centre en retrait sur moi et je me mets pas de pied et j'ouvre le score. Donc on menait 1-0. Bon, on a perdu 3-1 quand même, mais j'ai aussi le souvenir d'avoir fait un petit pont à Michel Platini au milieu de terrain. Ah oui. Et ça, je lui ai rappelé l'année dernière, on en a parlé. Bon, bien sûr que lui, il se rappelle plus des petits ponts qu'il a fait que ceux qu'il a pris. Voilà, c'était un petit clin d'œil et c'était sympa. Ce premier match à Nancy, ça a lancé, disons, ma carrière. Puis un grand merci à Aimé Jacquet quand même parce que c'est lui qui m'a donné ma chance et qui croyait en moi et surtout c'était un entraîneur qui faisait confiance aux jeunes, qui faisait tout pour bien les former. Alors justement, qu'est-ce qu'il te dit, Aimé Jacquet, avant le début du match? Puisque tu dis il te prévient pas pendant la semaine. Est-ce qu'il te fait un petit speech? Est-ce qu'il te dit joue ton match, ne te stresse pas, etc.? Sincèrement, je m'en rappelle plus. Je D'accord. vais vous dire honnêtement, je me rappelle plus de ce qu'il me dit. Il est certain qu'il a dû il me l'a pas dit avant pour pas que je stresse, que je bouffe de l'énergie. Donc, il procédait souvent comme ça. On avait la collation à 17h et il suivait la composition d'équipe. Bien sûr, ça a été une surprise, mais t'as pas le temps de réagir, quoi. Il faut de suite se mettre en short et aller jouer. Donc, je pense que c'était une bonne solution parce que s'il me l'avait dit un peu avant, j'aurais gambergé, certainement, j'aurais bouffé beaucoup d'influx. Donc, c'était bien comme ça. Les anciens te donnent des petits conseils avant le match ou vraiment tout le monde reste dans son coin? Comment ça se passe? Les anciens donnent toujours des conseils et bien entendu, on est à l'écoute, on essaie de faire du mieux possible. C'est sûr que l'expérience dans ce type de match est toujours importante. Reste bien sur le côté. Quand tu as perdu le ballon, replace-toi, essaye de jouer simple. Tente ta chance quand tu es aux abords des 18 mètres. Voilà les petites recommandations que j'ai pu avoir. Et donc, tu joues la moitié des matchs à peu près cette première saison, tu en joues un peu plus l'année d'après. Comment est-ce que tu qualifierais tes débuts? Est-ce que tu évolues au rythme que tu pensais avoir? Est-ce que tu penses que ça va plus vite que ce que tu avais prévu? Comment tu sens ton plan de carrière à ce moment-là? Ben écoutez, je le sens bien puisque déjà l'entraîneur me donne ma chance. C'est assez régulier puisque quand j'attaque en professionnel, je suis encore à l'armée. Hein, je fais mon service militaire au bataillon de Joinville, donc je m'entraîne pas de la semaine avec les collègues, mais je suis appelé régulièrement dans le groupe des 13, puisqu'à l'époque c'était 13. Et donc
Ça me fait plaisir, ça me motive. En même temps, c'est compliqué parce que quand tu t'entraînes pas de la semaine avec tes partenaires, il peut y avoir un peu un décalage. Je le compense par, comme je vous dis, je suis un peu naïf et je tente ma chance. Et je suis pas calculateur dans mon jeu. C'est ça qui me fait avancer. Et bien entendu, des fois il faut garder le ballon, des fois il faut le libérer vite. Bon, j'ai pas encore cette faculté d'englober tout ça, mais malgré tout, je progresse. Je le vois au fil des mois et au fil de la confiance que l'entraîneur me donne. Et à ce moment-là, tu portes la moustache, cette moustache légendaire ou pas encore? Oui, 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 elle doit y être. Elle doit y être. Ouais, ouais, je l'ai gardée longtemps. Je l'ai gardée longtemps. J'ai dû la raser quand j'étais à Montpellier. Voilà. Ouais. Les D'accord. cheveux Et longs. Oui. exactement. Ça vient d'où ce style Je sais moustache pas. et cheveux longs? Bon, Oui. écoutez, ça vient de nulle part. À l'époque, beaucoup de personnes, beaucoup de sportifs avaient porté la moustache. Et puis, bon, je trouvais que ça me convenait bien. Et voilà, c'est pour ça que j'ai gardé si longtemps. Mais aujourd'hui, je me verrai plus avec la moustache. C'est marrant parce que ça revient à la mode. Donc, Ouais. effectivement, peut-être. Non, c'était Moi, la classe, hein. Moi, je trouve que ouais, c'était c'était la la classe. classe. Moustache, cheveux longs un peu bouclés comme ça, c'était plus c'était Ouais. massif, quoi. T'avais un torse assez massif, encore toujours d'ailleurs, ce qu'on peut voir à l'écran. Donc non, c'était un bon look, un look un peu un look de catcheur aussi. Ah, un catcheur, bon. J'avais pas la morphologie d'un catcheur, hein, Euh, mais j'étais à la plutôt fin Bret comme joueur. Hart. Je, Ouais. 1m77, 76. Ouais, 77. 70, 72 kilos. Bon, j'étais bien sur mes jambes. Non, mais mon point fort, c'était quand même la rapidité. À l'époque, j'avais l'explosivité que beaucoup de joueurs m'enviaient, quoi. Toujours d'actualité aujourd'hui, hein. Les joueurs qui vont vite, bien entendu, ils ont une bonne place dans notre championnat. Comment ça se passait tu as évoqué le bataillon de Joinville. Est-ce que tu as des bons souvenirs de ton bataillon de Joinville? Avec qui tu le faisais et comment ça s'est passé? Est-ce que c'était un peu foutraque? Comment c'était ce bataillon de Joinville à ton époque? Oh, ben le bataillon de Joinville, c'était, on avait la chance d'effectuer notre service militaire en faisant du sport. Hein, tous les jours, on s'entraînait. J'ai oublié le nom de notre entraîneur qui est décédé depuis, bien entendu. J'ai eu la chance de faire ce service militaire avec, par exemple, il y avait Yannick Noah, il y avait tous ces joueurs, les autres disciplines, Cécillon au niveau du rugby. Je me rappelle ces noms ronflants et c'était un privilège. Voilà. Et puis, bon, on peut pas dire que comparé à des collègues qui ont fait le service militaire en Bretagne ou en Alsace, on était bien lotis puisqu'on était libérés tous les vendredis. Tous les vendredis à partir de midi, on pouvait prendre le train. Bon, il n'y avait pas le TGV à l'époque, mais pour aller à Lyon, bon, c'était 4 heures, 4-5 heures. Donc, si je jouais, je repartais en déplacement avec l'équipe. Si je jouais pas, j'allais avec la troisième division. Mais c'était et le lundi, il fallait être au bataillon à midi. Donc c'était chaud, hein. C'était chaud. Les déplacements étaient chauds. Et toi qui aimais bien chasser, du coup, t'étais le roi de la mitraillette ou pas du tout? J'adorais quand on faisait du tir, hein. On en faisait une fois par semaine, on faisait du tir quand même. Ah, moi je me régalais, mais c'était du tir à balle là. Moi, ma spécialité, c'est la cartouche, c'est les multiples. Donc moi, je suis plutôt un chasseur de petits gibiers. C'était sympa. Fin de ton aventure à Lyon, donc toi tu pars à Lens à cause de ce gros contrat, parce que tu penses que tu as fait ton temps à Lyon. Quand tu pars à Lens, qu'est-ce qui te motive? C'est aussi Jacquet entre-temps est reparti, alors peut-être que tu t'entends moins avec l'entraîneur. Qu'est-ce qui te pousse à partir à Lens à ce moment-là? Pas mal de choses, hein. Ça fait 5 ans que je suis à Lyon. J'ai fait mon apprentissage. Je vois que je progresse et j'ai cette opportunité de changer de club avec un nouvel entraîneur et surtout bon un salaire beaucoup plus intéressant que celui que j'avais. Tout ça réuni font que je décide de partir. Donc avec mon épouse, avec un bébé en baluchon, on s'en va et je regrette pas, même si ça a été très difficile la première année pour moi Pourquoi? par rapport à plein de choses. C'est la première fois que je changeais de club, faire connaissance avec de nouveaux joueurs. J'ai tardé à marquer des buts dans cette équipe et ça m'a contraint à faire beaucoup plus d'efforts. Et puis bon, la famille qui était très loin.
mon épouse qui était esselée aussi. Donc tout ça fait que ça a été compliqué la première année. Puis après, on a pris le rythme et je m'y suis beaucoup plu puisque j'y suis resté 5 ans aussi. 5 saisons. Après est arrivé un certain Gérard Houllier avec qui on a eu de beaux résultats puisqu'on a été européen à chacune de ces saisons. Donc ça nous a permis de côtoyer le haut niveau. Donc je pense que j'étais monté d'un grade. J'avais respecté un petit peu la hiérarchie dans le fait que il faut pas aller dans un club top de suite. Il faut faire continuer son apprentissage. Et c'est ce que j'ai fait et je le regrette pas parce que j'ai passé 5 saisons merveilleuses avec des gens extraordinaires. C'est vrai que la mentalité lensoise me convenait parfaitement. Côté climat, ça a été un peu choquant, non, par rapport à ce que tu avais vécu, non? Non, on ne peut pas dire qu'on avait un climat meilleur que celui de Lens. Non, c'est pas tellement le climat. J'ai quitté une grande ville pour un village, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'on avait nos repères à Lyon. Et quand tu arrives dans un club comme ça, j'ai cherché longtemps une maison à louer. Je l'ai trouvée à une vingtaine de kilomètres de Lens. C'était une petite bourgade. On n'avait pas de téléphone à l'époque. On a mis plus de 8 mois à avoir le téléphone. Alors vous imaginez, heureusement qu'à 500 mètres de la maison, il y avait une cabine téléphonique. Waouh! Et ouais. Et on était pistonnés. Pistonnés, on a mis 8 mois à avoir le téléphone. À l'époque, c'était chaud. Hein. C'est un peu bienvenu chez les ch'tis, là. Voilà, Billy Berclos, le village, ça s'appelait. D'accord. Ouais. Non, mais c'était rigolo. Quand j'y repense, c'est sympa. On a passé de bons moments. Mais alors, quand quelqu'un voulait te joindre, justement, il t'avait des rendez-vous hebdomadaires sur la cabine d'en face ou comment ça se passait? Tu recevais des télégrammes? Non, c'est moi qui appelais le plus souvent. Hein. J'allais à la cabine. Ça a duré, je vous dis, 8 mois. 8 mois sans téléphone. Ou alors, je me rappelle plus comment on faisait, mais on communiquait comme on pouvait. Il fallait pas se louper. Et en plus, la cabine téléphonique était bien à 500 mètres. Hein. C'était pas simple. C'était pas simple. Alors, juste avant de partir à Lens, quasiment ta dernière saison à Lyon, t'es appelé en équipe de France pour la première fois. Je crois que t'es appelé plusieurs fois, en tout cas avant ta première sélection. Ta première sélection officielle, en tout cas, est contre l'Espagne en février 81. Oui. Exactement. Est-ce que tu te souviens qui t'annonce ta sélection? Est-ce que tu t'y attendais? Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que, comme je vous dis, la première saison à Lens n'a pas été brillante pour moi, si ce n'est la fin de saison. Les 6 premiers mois, c'était terrible. Donc oui, j'ai été un peu surpris, mais il y a eu quand même pas mal de défections. C'est pour ça que j'ai été appelé. J'ai cette chance, cette faculté d'avoir été sélectionné avec Michel Hidalgo. J'ai eu Henri Michel et j'ai eu Michel Platini quand même. Et t'as pas tenu rigueur du petit pont que tu lui as fait quand même, parce que c'est rare, hein. Apparemment, il est assez rancunier. Non, mais j'ai pas beaucoup de sélections puisque j'en ai que 8. Hein. Plusieurs fois, je suis allé, quand tu rentres pas, ça te compte pas comme sélection. J'étais souvent dans les 16, mais de nombreuses fois, j'y suis allé en cirant le banc et ne pas avoir sa chance, ça me tardait quand même. J'ai eu ma chance la première fois que j'ai été sélectionné en 81. Donc là, j'ai joué une mi-temps, j'ai remplacé Baron Kelly sur le côté droit. À l'époque, je jouais sur le côté droit. Bon, on avait perdu 1-0, hein, pourtant on avait une grosse équipe. Hein. Puis après, j'ai été sélectionné régulièrement jusqu'en 89. Mais j'ai dû rentrer 4 fois. Une fois, j'ai été titulaire et toutes les autres fois, je suis rentré. L'équipe brillait, elle avait de gros joueurs devant, donc c'était compliqué de se faire une place. Mais malgré tout, j'ai été sélectionné 8 fois, j'ai marqué un but, et puis ça s'est terminé comme ça. Quand tu joues en 81, tu as ta première sélection, t'es encore tout jeune. Est-ce que tu te dis que peut-être que tu peux accrocher le wagon pour la Coupe du Monde 82? Alors l'équipe n'est pas encore officiellement qualifiée, mais elle est quand même plutôt bien partie. Est-ce que ça fait partie de tes espoirs à ce moment-là ou tu vois pas aussi loin? Bien sûr. Bien sûr, puisque quand tu es sélectionné en 81, en février 81, donc on t'a testé. Bon, mais j'ai eu aussi des sélections plus tard. Effectivement, on y croit. J'y crois puisque je me dis, dans 1 an et 4 mois, il y a la Coupe du Monde. Il va falloir. Et paradoxalement, ma saison en 82 est bien meilleure que celle de 81. Et par contre, là, je suis pas sélectionné dans les 22, puisque c'est Gérard Soler
je sais pas, je me l'explique pas. Hein. J'ai été déçu, bien entendu, parce que je pensais, sincèrement, je pensais y être. Je pensais y être. Bon, comme je vous dis, il y avait de bons joueurs à l'époque, de très bons joueurs qui occupaient le flanc droit, hein, et puisqu'il y avait Baron Kelly, il y avait Gérard Soler. Le sélectionneur a fait son choix, il s'est pas posé sur moi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est pas parce que tu étais hyper loin de la cabine téléphonique et qu'elle a sonné et bah t'as pas répondu? Est-ce que tu crois pas Ouais, qu'il y a eu un peut-être. petit incident? Peut-être, ouais, mais bon, là, ça se passait entre clubs. Hein, c'était la Ah ouais. fédération prévenait le club, et puis c'était le club après qui nous informait. C'était à l'ancienne, à l'ancienne. Ouais. Non, mais bon, c'est regrettable. Hein. Mais après, en février 81, j'avais le téléphone quand même. Hein. 8 mois après, on l'a eu. Voilà. Donc il y a pas d'excuse. Il y a pas d'excuse de Il Michel n'y a pas Hidalgo. d'excuse. C'était quoi tes relations avec Michel Hidalgo justement? Très bonne, très bonne. C'était quelqu'un qui était très ouvert. C'était un éducateur aussi. Il avait l'art de t'expliquer les choses clairement, simplement. Et non, c'était un très bon sélectionneur. Moi, j'avais de bons rapports avec lui. J'en ai gardé après ma carrière, puisque je le voyais souvent à l'Olympique de Marseille. On partageait quelquefois la table des légendes. Et c'est vrai qu'on a passé de bons moments en dehors du football aussi. D'accord. Et donc, tu as deux sélections, en tout cas. Enfin, tu es sélectionné plusieurs fois, mais tu joues 2 matchs jusqu'en 86. Quand tu entends parler de cette sélection olympique, quelles sont tes premières impressions? Est-ce que tu dis que tu préférais être chez Léa ou est-ce que tu vois ça comme une opportunité de faire changer d'avis Hidalgo qui hésite toujours un petit peu? C'est une opportunité pour tous ces joueurs qui sont barrés par de grands joueurs de l'équipe de France. Il est certain qu'en 84, quand on voit l'équipe de 84, tous les postes sont pris et bien pris. Donc, il est difficile de se faire une place entre les filets. Donc, bon, bien entendu, cette sélection de l'équipe de France olympique, elle tombe à pic pour nous, puisqu'on on peut plus jouer en espoir parce qu'on est trop vieux. Et on peut pas jouer en équipe de France parce que on est barré. Donc la sélection se crée en 82. On fait une tournée en Chine magistrale avec à sa tête Henri Michel, bien entendu. Et on reste là-bas une quinzaine de jours. On dispute des matchs amicaux pour préparer nos qualifications pour les Jeux Olympiques. Et donc c'est là qu'Henri Michel prend l'équipe en main et qui nous fait vivre de grands moments, puisque avec cette équipe, on est invaincu. On a dû faire une quinzaine de matchs, à peu près, je sais pas. On n'a jamais perdu, on a gagné pratiquement le trois quarts des matchs et des matchs nuls. Hein. On s'est bien préparé pour ces Jeux Olympiques, puisque dans notre poule préliminaire, il y avait l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne. On sort premier du groupe quand même, c'était pas des tocards, on se qualifie donc pour l'épreuve finale, aller à Los Angeles. Sous la houlette d'Henri Michel, l'équipe se bonifie, on devient une équipe de copains. Tous avec beaucoup d'ambition parce que on sait que l'étape suivante ce sera Léa, mais qu'il faut passer par les Olympiques pour se faire un nom et puis pour progresser puisque le niveau il est très haut. Et voilà, comme on a pris la chose, hein, tout simplement, on s'est régalé, on a vécu de grands moments et on s'est bien préparé. Alors justement, la préparation, vous partez en Chine. Est-ce que alors la Chine, c'est quoi? C'est début des années 80. C'est pas du tout la Chine d'aujourd'hui. Ah non, rien à voir. 82, on va là-bas, on va à Pékin. On est logé dans le grand hôtel de Pékin. Il n'y a pas de bar, bien entendu. Les bouteilles de coca qu'on peut commander, on peut pas boire d'alcool, bien entendu, de bière, de trucs comme ça. Non, c'est pas possible. Il y a que du coca, des grandes bouteilles de 3 quarts en verre. On mange mal, mais vous pouvez pas vous imaginer. Comme on mange mal, c'était incroyable. À croire que les meilleurs restaurateurs sont chez nous. Hein. Vraiment. La plupart des joueurs ont perdu 3-4 kilos pendant Ah le oui. séjour. Ah ouais, c'était l'horreur. L'horreur. Mais L'horreur. il y a toujours une exception. Normalement, Daniel, il y a toujours un gars, on ne sait pas pourquoi, au contraire, il arrive assez bien à manger, à s'y faire. Est-ce que c'était le cas dans le groupe? Un Non. gars qui était non? Tout le monde était malade. Ok. Pas malade, mais on mangeait par le riz collant. Là. On mangeait que ça parce qu'ils ont voulu nous faire manger des produits qui étaient de couleur violette. Non, mais sincèrement, c'était l'horreur. L'horreur. La viande, je n'en parle même pas. C'était, on n'a pas Mais alors, fait qui 15 c'est qui avait jours. eu l'idée brillante de faire une tournée en Chine?
Alors là, je peux pas vous le dire. Je sais pas. Je me rappelle plus. C'est des accords avec la fédération, certainement. Et qui a pris la décision? Je sais pas. Quand tu as appris que c'était la Chine, c'était quoi ta réaction quand les mecs te disent bon bah voilà Daniel, bon bah préparation, on va tous en Chine. C'est quoi ta réaction à ce moment-là? Ah ben c'est super parce que moi, le plus loin que j'ai été, c'était à Nancy. Et donc on me dit qu'il faut aller en Chine. Oui, alors le pire, l'anecdote, c'est que la veille du déplacement en Chine, je me fais cambrioler la voiture et on me prend toutes mes affaires. Non. Donc vous voyez un peu, je suis arrivé à poil à l'aéroport. Et donc ça a été rigolo, mais c'était comme ça. Wow. Et C'était donc un peu Tintin en Chine là. Hein. T'étais ouais, un peu ouais, ouais. Tintin en Chine. Ah oui, 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 oui. Bon, ben, on m'a volé toutes les affaires dans la voiture, la valise, et donc on a eu du mal à parer au plus pressé. Mais bon, Attends, t'avais préparé ta valise pour partir le lendemain et on te l'a piqué entre-temps, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Oh là là. Ouais, Et donc tu te retrouves là littéralement avec juste les affaires que tu as sur toi et tu dois voilà, refaire une valise express pour passer 15 jours en Chine, c'est ça? voilà, Wow. voilà. Et donc tu dois avoir un super look. Ah ben oui, on a acheté du neuf, et puis bon, ben, puis après, on était beaucoup en survêtement là-bas. On était souvent en vêtements et avec bon, ça c'est la Fédé qui nous a habillés, donc de ce côté-là, j'avais pas de souci. On a visité des choses extraordinaires, notamment le cirque de Pékin. On a fait le temple des Ming. On a visité la Grande Muraille. Bon, on a pu faire pas mal de choses quand même pendant ce séjour. C'était enrichissant quand même. Mais on s'est régalé. C'est là qu'on a formé l'équipe. Hein. Je pense que c'est là que ça s'est soudé et ça s'est soudé. Ça a continué à se souder. Par la suite, avec les matchs de préparation, on avait vraiment une équipe de collègues. C'était l'amour du maillot et c'était que ça. Est-ce que vous vous retrouvez encore avec les anciens de 84? Est-ce que vous avez encore un... Est-ce qu'il y a un Ouais. groupe WhatsApp? Oui, on n'a pas de groupe WhatsApp, mais là, dernièrement, pour la dernière Coupe du Monde, la Fédération française nous avait tous invités au Qatar pour voir la finale de la Coupe du Monde. Donc moi, j'ai pu me permettre d'y aller. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont pu faire le déplacement, mais ils nous ont avertis que 3 jours avant, donc c'était Wow. compliqué. Ça, c'est Eh oui, classique des mecs qui n'ont pas envie que les mecs viennent vraiment. non, C'est parce que qu'ils t'es étaient pas invité, mais au qualifiés. dernier moment. Il a fallu attendre le match du mercredi pour savoir s'ils étaient Ah oui, qualifiés. c'est vrai Ça aussi. aussi. Ouais. Donc ils ont attendu. Bon après, ça tombé pendant les vacances scolaires, donc il y en avait qui avaient des petits enfants, mais on s'est retrouvés quand même quelques-uns. Au sein du Qatar. Voilà, au Qatar. C'était sympa. Il y avait beaucoup aussi de tous les 84 qui ont gagné le championnat d'Europe, ils étaient invités aussi. Ouais. Donc ça faisait du beau monde. Et Henri Michel, c'est le sélectionneur. Il est tout jeune, il vient de prendre sa retraite. Je crois qu'il doit avoir, je sais pas, 32, 34 ans à tout casser. C'était quoi comme type de sélectionneur? Toi qui as connu en plus vraiment parmi les meilleurs coachs français, tu étais avec Jacquet, tu disais toi-même tu étais avec Platini, tu étais avec Houllier. Comment tu le définirais? Pour nous, c'est un peu une figure légendaire, Henri Michel, parce qu'on a eu beaucoup d'anciens Nantais qui le qualifiaient comme le roi de la fête. C'était vraiment le Georges Best français, capable de faire la fête jusqu'à 5 heures du matin et d'être le premier à l'entraînement le lendemain matin. C'est ça, c'est exactement ça. Mais quand il était au travail, il était au travail. Il y avait un temps pour tout. Il y avait un temps pour t'amuser et un temps pour être sérieux. Et ça, il a développé. Il nous laissait, on avait beaucoup de liberté, mais il fallait que sur le terrain, ça gaze. Voilà. C'est un entraîneur avec qui je me suis lié d'amitié après la carrière. On est resté très très proches jusqu'à 8 jours avant son décès. On déjeunait ensemble. C'est pour vous dire. Il était à Aix aussi, hein, c'est ça? Il était à Aix, oui. On avait des amis communs et ça a été pour moi un bon ami avec qui j'adorais partager tous ces moments qu'on a vécu ensemble. Et c'était une bonne personne. Une bonne personne qui avait le goût de la fête, comme vous dites, mais qui savait aussi préparer son équipe sérieusement quand il le fallait. C'était quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui connaissait très très bien le football et qui faisait jouer ses équipes d'une façon brillante. D'accord. Donc vous êtes qualifié, vous avez ce match de barrage contre l'Allemagne, vous arrivez à briser le signe indien qui fait que les équipes françaises perdent systématiquement contre les Allemands.
Et vous partez à Los Angeles, pas tout de suite en tout cas, vous partez au JO. Je crois que les premiers matchs se déroulent sur la côte Est. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton état d'esprit quand vous partez pour les JO? Le foot français est un petit peu sur un nuage puisque la France a gagné l'Euro, comme tu viens de le dire. Quel est ton état d'esprit? Quelles sont les attentes? Est-ce que vous y allez en pensant que ça va être la fête, que vous allez voir d'autres athlètes, ou est-ce que vous y allez vraiment en vous disant cette médaille d'or, elle est pour nous? Non, on parle pas de médaille d'or, loin de là. On y va pour cette ambiance de fête des Jeux Olympiques. On veut participer à ces Jeux et c'est unique dans une carrière de footballeur de participer à des Jeux Olympiques. D'ailleurs, on était les premiers à être professionnels, soi-disant, et à participer à ces Jeux, bien que les autres athlètes étaient aussi professionnels, mais bon, ils le disaient pas. C'était pour nous une découverte aussi, un enrichissement personnel, d'être confondu avec tous ces athlètes de très 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 haut niveau. Le seul souci, c'est que on n'a pas été tout de suite à Los Angeles, on n'a pas intégré le village olympique d'entrée. On a été sur la côte ouest au départ, non sur la côte De la côte Est. Vous êtes à Annapolis, hein, c'est ça? à Annapolis, voilà, où on a fait les barrages qualificatifs pour les phases finales. Donc, on n'a pas vécu l'ouverture des Jeux comme certains. Donc, il a fallu qu'on se qualifie d'abord pour prétendre à intégrer le village olympique. Donc, ça s'est fait en deux parties, quoi. Il y a eu une dizaine de jours où on est resté à Annapolis, on a profité des bienfaits de cette région qui est formidable. On s'est entraîné dur, on voulait bien entendu découvrir Los Angeles, hein, mais ça passait par la qualification. Donc on a fait ce qu'on a pu. On peut pas dire qu'on a fait des grands matchs à ce moment-là, mais ça a été suffisant pour te qualifier et pour aller après à Los Angeles. Et tu partages ta chambre avec qui pendant ce petit périple américain? Alors, je partage ma chambre avec qui? À Annapolis, je partage ma chambre avec Michel Bibard. Ah, ok. Michel Bibard, ok. Par contre, quand on arrive à Los Angeles, c'est des dortoirs. C'est-à-dire, on a des appartements, on a tout un immeuble qui nous est réservé aux Français. Et donc, c'est des appartements avec 3 chambres, d'autres avec 2 chambres. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre tous les matelas et de les mettre dans le salon. Et on dort tous à côté les uns les autres. On était 5 ou 6 dans la même pièce. C'était préférable de se retrouver. Donc, finalement, on a occupé 3 appartements et on avait les matelas au sol à la bonne franquette, comme on dirait. Ah oui, c'était vraiment entre potes. Entre potes, voilà. Ouais, parce que les appartements étaient mal foutus et c'était préférable de faire comme ça. Par contre, il y avait des grands salons salle à manger, donc on dormait tous dans le salon salle à manger. C'était bien, on se regroupait, on était unis. Et là, vous êtes au village olympique, hein, c'est ça, à ce moment-là? Là, on est dehors du village olympique et on vit avec les Muriel Hermine, les basketteurs. Il y a les Carl Lewis, on croise les Carl Lewis, les Moses. Les Dwayne Moses, ouais. Il y a Machita. Et le village olympique, c'est quelque chose. Jamais j'aurais imaginé une telle effervescence. Ça grouille, ça bouge à toute heure, mais c'est infernal. Il y a des restaurants, tu peux manger à n'importe quelle heure de la nuit. Il y a des gardes en permanence tout autour du village, nuit et jour. Non, on est hyper protégé, et même quand on part à l'entraînement en van, on a des motards qui sont autour du van et on a un hélicoptère sur le van. Vous voyez un peu? Ah, wow. Ah oui. Ah ouais, c'était le boycott des JO par les Russes, ouais. Par les Soviétiques. Ouais. Par les Soviétiques. Donc ils avaient un peu peur qu'il se passe quelque chose, donc on était hyper surveillés. Et puis ça a été comme ça jusqu'à la finale, hein, jusqu'à ce qu'on sorte du village olympique. Hein. Une protection maxi. Je peux pas vous dire tous ces moments qu'on a vécus parce que au centre de cette université, parce que c'était une grande université, il y avait les épreuves de plongeon. Donc ça nous a permis d'aller voir les épreuves de plongeon. On est allé aussi au stade voir Moses, Lewis battre les records que l'on connaît. Et voilà, c'était moi
Franchement, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, quand je vois tous ces joueurs professionnels qui veulent participer au jeu, comme les Mbappé, comme les Oui. Messi, comme les Voire Neymar, Griezmann, hein. Ou Griezmann, hein, qui veut aussi le faire. voire Griezmann, eh ben, je comprends ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent vivre un moment merveilleux, confondu à tous les sports. Donc, nous, on l'a fait et franchement, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui me marquera à vie, quoi. Est-ce que tu étais à la recherche des signatures, des autographes, ou tu étais vraiment concentré? Non, j'étais pas à la recherche des signatures. Je crois Ouais, que j'avais je crois que c'est l'inverse, hein. C'était plutôt les autres qui venaient chercher ta signature à toi. non plus, non plus. Et ça a été calme des deux côtés. Moi, j'ai eu la possibilité, avec un petit Kodak de l'époque, de faire une photo avec Carl Lewis et Moses, parce que c'était mes idoles. Et voilà, bon, ben, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire. D'ailleurs, je sais plus où est la photo, mais c'est pas grave. Sur le moment, c'était grandiose. De déjeuner à la table de Carl Lewis, Bah oui, ça c'est sûr, c'est mythique. c'est mythique. Et ça, malheureusement, on n'avait pas les portables à l'époque. On aurait aimé Ouais, c'est vrai. la photo, mais en tout cas, on s'est régalé. Voilà. Alors, les JO ont cette image, en tout cas, je sais quand il y avait eu, je crois que c'était à Sochi, en tout cas, où il y avait eu énormément d'articles comme quoi c'est une grosse fête pour les athlètes célibataires. C'est que ça, pour parler de manière un peu crue, c'est que ça baise un peu dans tous les sens. Ah bon? Est-ce que les joueurs célibataires de l'équipe de France étaient un peu foufou à ce niveau-là? Ou vous étiez vraiment tous focus sur la médaille? Non, non, on était focus sur la médaille. Il n'y a pas de problème. La seule incartade qu'on a fait, c'est le lendemain de la victoire, ou quoi, quand je dis le lendemain, le soir même de la victoire, le champagne a coulé à flot et on a veillé très tard. Le lendemain, on s'est pavané sur les plages de Malibu. On a mangé à Malibu, bien sûr la tête un peu enfarinée. Et puis on avait le vol le soir même, le Ah lendemain. oui, vous Donc n'avez même pas eu le temps de profiter. Ouais. non, non, on a profité de rien puisque quand on est arrivé en France, 3 jours après, on avait un match de championnat. Donc, Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. on rejouait. Donc, on a été accueillis, bien entendu, François Brisson, Didier Sénac et moi. Les trois, on a été accueillis comme des rois à Lens. Bah, je me rappellerai toute ma vie là aussi. Le stade plein, des fleurs, des honneurs, et puis voilà. Bon. Et ça repartait, la saison, elle redémarrait. Donc ça a été. T'as pas vraiment eu le temps de savourer, quoi. Non, non, mais en plus, on se rendait pas compte de l'impact que pouvait avoir une victoire à Los Angeles, parce que il y avait eu déjà le championnat d'Europe. Bon, les médias, ils étaient là, mais c'était pas la folie. Ils venaient pas nous voir constamment. Pour téléphoner, c'était le bordel. Ouais, Pour Ouais, bien avoir. sûr. Dans une Ah, cabine à 500 mètres du village. non, on avait quand même des liaisons. À l'époque, on avait une salle de téléphone grandiose, hein. C'était cadeau pour tous les athlètes, mais c'était compliqué à voir. Il fallait attendre son tour, bien entendu. Et je sais pas combien on était au village olympique. Quand Bah ouais. tu connais, en plus, il C'était pire fallait. que la prison, hein. Ah ouais, ouais, c'était pas pire que la prison, mais on n'avait pas les échos. On a plus fêté ça quand on est arrivé en France qu'à Los Angeles. Voilà. Mon premier souvenir de la section olympique, c'est qu'il y avait sur la couverture, sur la quatrième de couverture de l'album Panini de la saison 84-85, il y avait la Ouais. photo des champions olympiques de Los Angeles. Ah. Donc je crois que sur la première page il y avait l'euro, dernière page il y avait champion olympique. Donc moi j'ai cette image en tête que j'ai parce que j'avais gardé cet album pendant très longtemps. Et Ah, donc tu l'as jamais fini, hein. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il me manque quelques joueurs. Mais en tout cas, il y avait quand même une grosse résonance. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés en plein milieu de la nuit, puisqu'avec le décalage, le match avait eu lieu en plein milieu de la nuit. Tu te Ouais. souviens de cette finale qui est quand même jouée? Alors d'abord, demi-finale, vraiment, toi, tu es on fire, hein, pour parler comme les Américains pendant les 3 derniers matchs. Ah Déjà oui. 5 buts sur le tournoi, mais tu te réserves vraiment pour les matchs à élimination directe. Tu marques 2 fois en quart
contre l'Égypte, déjà devant 66 000 spectateurs. Ensuite, match contre les demi-finales contre la Yougoslavie. Ensuite, tu marques contre le Brésil. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler de cette demi-finale devant 98 000 spectateurs? Tu marques à la dernière minute de la prolongation. Ouais. Je me rappelle bien de ce match parce que pour moi, c'était la meilleure équipe de ces Jeux Olympiques. La Yougoslavie avec des joueurs haut de gamme. On a souffert. Heureusement qu'ils ont fini à 9. Heureusement qu'ils ont fini à 9 parce que on aurait eu du mal, je pense. S'ils étaient restés à 11 toute la rencontre, ça se serait fini peut-être au penalty ou aux prolongations, je sais plus. On avait affaire à un gros morceau. On a passé ce cap difficilement parce que on était soudés, parce que on avait une équipe de copains, qu'on a bataillé jusqu'à, comme vous dites, à la dernière minute. C'était un match techniquement qui était de très très haut niveau. On a galéré pour le gagner, on a galéré. Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match. C'était plus simple pour nous de battre le Brésil que de battre la Yougoslavie. Et c'est pour ça qu'on était heureux après ce match d'être en finale, parce que l'adversaire, quand on pense, l'équipe était composée que des joueurs qui l'année suivante ont fini en équipe nationale A. Les Svetovic, ils jouaient tous en Italie. Stojkovic, Stojkovic, Bazdarevic. Ouais, belle équipe, hein. C'était du très 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 haut niveau. On a éliminé une grosse équipe. Nous, on avait cette rage. Autant au début, on voulait participer à ces jeux, autant en avançant dans la compétition, on a vu que c'était une possibilité pour nous d'aller au bout. Et bien entendu, on s'est préparé en conséquence et on avait bien étudié le jeu des Yougos et on a su quand même mettre en évidence nos qualités et on les a fait douter, on les a fait surtout disjoncter. C'est ça qui nous a fait gagner le match parce qu'on est resté serein, nous, et eux, ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble et ils se sont fait expulser. Et après, bien entendu, c'était beaucoup plus facile pour nous. Alors, quand tu marques, c'est quoi ton état d'esprit au moment où tu marques ton but? Ah ben, c'est le but de la délivrance. 4-2, le quatrième but. On sait qu'ils pourront plus revenir parce que juste avant, on a une situation un peu rocambolesque où ils peuvent marquer. Donc, on sait que ce quatrième but met fin à leur ambition. Et nous, ça a été un soulagement. On savait qu'ils pouvaient plus revenir, quoi. Et comment vous préparez la finale? Est-ce que Henri Michel vous fait un petit speech un peu légendaire ou ça reste vraiment juste les côtés tactiques? Est-ce qu'il y a une scène cinématique où il fait appel à une imagerie olympienne ou pas du tout? Non, ben il nous dit que c'est une chance unique qu'on va avoir parce que participer au jeu, on sait que c'est la dernière fois pour nous, que ça se représentera plus, bien entendu, et que si on veut rentrer dans l'histoire, faut gagner parce que les finalistes, on en parle. Donc, il nous a motivés suffisamment pour qu'on croque à pleines dents dans cette finale. On savait qu'on aurait des opportunités contre le Brésil parce que c'était une équipe très technique, mais sur le plan physique, on savait qu'on était supérieur à eux. C'est ce qu'on a démontré. On avait des joueurs, beaucoup de joueurs de devoir dans notre équipe. Notre joueur de talent, malheureusement, nous a quittés dès le premier match. José Touré, c'était notre stratège. Et d'entrée, il nous a quittés. Bon, c'était le Brésilien de notre équipe. Donc, tout ça réuni, on savait qu'il fallait leur rentrer dedans. Nos entraîneurs, parce qu'il y avait Henri Émile aussi, nous ont dit qu'il fallait pas leur laisser l'espace et il fallait être proche les lignes les unes des autres et qu'il fallait, quoi qu'il arrive, il fallait pas baisser les bras parce que le point fort de notre équipe, c'était le mental, alors que eux, c'était un peu leur point faible. Et ça s'est avéré, on a pris le dessus physiquement et finalement, c'est en toute logique que l'on a remporté avec un but notamment de François Brisson qui s'élève un but de la tête fantastique, magnifique. Je l'ai revu il y a pas tellement longtemps et c'est vrai que c'est un but exceptionnel. Puis on avait des joueurs aussi de classe, comme Bijota, des joueurs de devoir comme Jean-Claude Lemou, une bonne défense avec Philippe Janol. On avait des joueurs clés dans chaque ligne.
Dans chaque ligne, on avait des joueurs qui savaient défendre, qui savaient attaquer, qui savaient aussi prendre du recul, qui savaient calmer le jeu. On avait un joueur comme Guy Lacombe qui parlait beaucoup sur le terrain aussi. Donc tout ça fait que on a réussi le pari de l'emporter. Voilà, c'est tous ces ingrédients, tous ces éléments, cette camaraderie qui a fait on s'est bagarré, on a lutté. Ça n'a pas toujours été facile. Je me rappelle des matchs nuls contre le Qatar, des trucs comme ça. C'était match d'ouverture, ouais. Ouais, les matchs d'ouverture. Bon, on sait par là où on est passé. Et puis ça aurait été dommage de pas concrétiser ce bilan qui était super positif. Et c'est ton plus grand souvenir de ta carrière, ce titre olympique? Oui, pour moi, je le mets en haut de tout. Puisque bon, j'ai participé à la Coupe du Monde, même si j'ai joué 20 minutes la demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. C'est vrai que quand tu es pas laissé pour compte, puisque tu fais partie des 22 quand même, c'est beau, mais j'ai pas beaucoup joué durant cette Coupe du Monde. Je me sentais moins concerné que pendant les Jeux Olympiques, bien entendu, ou le fer de lance. Et est-ce que Michel, justement, le roi de la fête, est-ce qu'il craque complètement après la victoire, ou est-ce qu'il reste mesuré dans son rôle de sélectionneur? Je pense qu'on a tous craqué. Voilà, on a tous craqué. On n'avait rien prévu, ça s'est fait instinctivement. Il y a eu la fête, le champagne, on n'a pas dormi. Le lendemain, on est allé se baigner sur une belle plage, on a déjeuné, puis après on a pris l'avion dans un état. Dans la foulée, ouais. Ouais. Donc c'est vrai qu'on s'est pas revu de sitôt avec cette équipe de France olympique, puisque chacun est parti dans son club. La saison avait repris. Voilà, on s'est réunis quelques fois par la suite. On a fait des rencontres, mais épisodiques, vraiment épisodiquement. Quand vous pensez qu'on a été célébré de notre médaille 20 ans après par Gérard Houllier, ça je m'en rappelle. Puisqu'il s'est écoulé 20 ans avant qu'on nous honore des champions olympiques. Voilà. Wow. Ah oui, c'est bizarre. Et oui, c'est bizarre, mais... Est-ce que tu as toujours ta médaille, d'ailleurs? Ouais, bien sûr. Oui, encore heureux. Ça se vend pas, une médaille, ni ça se donne pas, je la garde. Elle est accrochée quelque part. Comment est-ce que tu la Alors, conserves? mon épouse l'a encadrée et dernièrement, j'ai dû la lever du cadre parce qu'il y a une équipe technique qui est en train de faire un reportage sur les anciens olympiques, justement. Ah, cool. Voilà. Et il cherche à vendre le produit, d'ailleurs. Il a été mandaté un peu par la fédération. Il a été autorisé par la fédération, mais il cherche à vendre le produit. Bon, il a réalisé les interviews de tous les champions olympiques et il est en train de faire le montage là actuellement. Et c'est bien qu'on nous oublie pas, parce que c'est vrai que quand on pense que tous les médaillés olympiques ont reçu la Légion d'honneur, sauf les footballeurs. Voilà. Les footballeurs l'ont pas reçu? Non, on l'a jamais reçu, nous. On n'a jamais été proposé. Guillaume Bonamy, toi qui es en politique, je pense que c'est le moment de faire quelque chose. C'est scandaleux. Ah ouais, à titre possible. Je te dis qu'en Inde, ça aurait été déjà fait. Hein, je te dis très clairement. En Inde, il y avait... Ah ouais. Non, il gagne jamais de médaille. Tu sais, Daniel, en Inde, le sport, à part le hockey sur gazon et le cricket, ils gagnent très peu de médailles olympiques. Hein. Nos amis indiens, ils sont 1 milliard, mais ils sont pas hyper bons dans les sports. Donc, effectivement, change de nationalité et là, tu auras la Légion, la Légion d'honneur indienne. Bon. En même temps, de toi à moi, ça mérite pas une Légion d'honneur. Un champion olympique ne mérite pas une non, mais Légion d'honneur. si Sébastien Flûte en a eu une, et je sais pas s'il en a eu une, hein, mais si au tir à l'arc, quelqu'un a eu, ou je sais pas quel sport. À la lutte. Le tir au pistolet, de 15 mètres, surtout que quand même, c'est pas les. Quand Non, tu les vois, c'est quand même pas les plus non, athlétiques. Mais bon, on a rien fait d'exceptionnel comparé à des chirurgiens, à qui sauvent des vies, des trucs comme ça. Bon, moi, je suis pas partisan de ce genre de phénomène là. Non, mais bon, étant donné que tout le monde l'a eu, sauf nous, ça pose. C'est vrai que c'est pas normal. Nous, on va mobiliser notre communauté. Message reçu, Daniel. On va faire notre lobbying. Le podcast des légendes va faire du lobbying pour que vous receviez votre légende d'honneur. Rassure-nous, tu as été interrogé par un autre journaliste, sans doute excellent, mais il était moins bon que nous dans la façon de t'interviewer et de te faire souvenir les de triomphes. Oui. Pas de problème, parce que le pauvre, il était tout seul, il avait la caméra, et en même temps, il nous posait les questions. Wow.
Bon, il y avait une caméra déjà, il n'était pas sur son téléphone. Caméra. C'est nous qu'on parlait, on était entre copains, on évoquait le passé, quoi. Voilà. Il a pris de bonnes images, hein. Il y a eu il nous posait quelques questions, mais bon, ça se rapprochait des vôtres. Mais c'est sûr que c'est bien de laisser quelque chose. Je me languis que ce film sorte pour voir un petit peu tout ce que les collègues ont pu dire de leur côté, parce que nous, on était 3 là à faire l'interview. Il y avait Patrick Cuben, il y avait Jean-Louis Zanon, et il y avait moi. On a participé à une épreuve de golf, foot contre rugby, la semaine dernière. Ah oui, d'accord. Mais qui c'est qui en avait parlé de... Ah bah oui, c'est vous, c'est toi qui en avez parlé justement. Ouais, et donc on a été réunis pendant 3 jours au Beau-de-Provence, dans un hôtel splendide, Mainville. C'est là qu'il est venu, le journaliste est venu prendre des images de nos points de vue. Et donc, d'une pierre, il a fait 3 coups, quoi, puisqu'il y avait Patrick Cuben, Jean-Louis Zanon et moi. Donc, mais je sais qu'il est allé à la rencontre de tous les autres champions olympiques. Et voilà, il a fait pareil avec tout le monde. Et de là va sortir un film qui sera commercialisé ou pas, j'en sais rien, mais je me languis de voir s'il a pu aller au bout des choses. Et alors, c'était qui le plus dingo dans ce groupe de potes de Los Angeles? Est-ce qu'il y en avait C'était José Touré. C'était José Touré. Alors, c'est pour ça qu'il se crame après le premier match, du coup? Ah ouais. Il se crame. Même, je sais même pas s'il est pas titulaire. Non, il est remplaçant parce qu'il s'est fait mal à l'entraînement. Donc, voilà, il s'est claqué, un claquage musculaire avec moi. Donc, adieu Berthe. Bon, lui, par contre, il a fait la fête à Los Angeles, je peux vous dire. Hein. Il a fait la fête et il nous racontait de partout où il est allé. Non, c'était... c'est dommage. C'est dommage. Le plus dingue, non, il n'y avait pas de frappadingue. Hein. Non. Il n'y avait que des mecs sérieux. Hein. Personne n'a fait l'andouille. Hein. On est resté concentré sur les matchs parce que il faisait chaud, il fallait bien boire, il fallait bien se reposer. On a enchaîné les matchs. C'était compliqué. Si t'es pas sérieux, là, tu vas pas au bout. Hein. Et le retour à Lens, c'est pas trop dur justement dans ces conditions là où tu fais quand même 1 mois en apnée pratiquement et là tu reviens chez ta femme avec tes enfants. Ben ouais, c'est bien parce qu'après on a partagé aussi avec le club, avec la famille, parce que c'est un événement d'être champion olympique quand même. Donc on a célébré tout ça. On est resté pendant quelques temps sur l'allant de ces Jeux olympiques. On avait fait une grosse préparation, on était fin prêt, mais bon. Après, je me rappelle plus les mois qui ont suivi, s'ils ont été excellents ou s'ils ont été moins bons. J'ai pas de souvenir, mais c'est vrai que physiquement, certainement, à un moment, on a dû piocher, comme tous les internationaux après une Coupe du Monde. Mais il en reste que des bons souvenirs. C'est la fin de ce premier volet consacré à Daniel Xuereb. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie avec Monsieur Xu. On parlera bien entendu de son passage au PSG, à Montpellier avec la magnifique victoire en Coupe de France, de l'Olympique de Marseille et évidemment de la Coupe du Monde 86. Daniel faisait partie de l'effectif et il joue cette demi-finale, perdue malheureusement contre l'Allemagne. Entre-temps, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com. Vous y trouverez des vidéos, des extraits, des articles, dont ceux de notre collaborateur Johan Sonek, que je vous recommande tout particulièrement sur l'Euro 84, sur les exploits de Saint-Etienne. Bref, beaucoup de matériel pour continuer l'expérience du podcast des légendes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui s'annonce passionnant. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes.